Bonsoir et bienvenue dans le sacro-saint du football français. C'est la 8e édition des trophées du National. On est en direct sur FFF TV, on est en direct aussi sur Foot Plus pour honorer les hommes et les clubs qui ont marqué cet exercice 2022-2023. 7 trophées à décerner ce soir. Meilleur gardien, plus beau but, meilleur entraîneur, trophée social club, meilleur joueur, meilleur arbitre, sans oublier le 11 type de cette saison de National. Mais pour casser avec le côté parfois lourd et consensuel de ce type d'événement, ce soir on va tous dire grâce à la présence de Vincent qui va remonter le fil de l'histoire avec ses invités. Bonsoir Vincent. Salut Manu, bonsoir à toutes et à tous. On va ici dans cette petite zone d'interview en fait découvrir des personnages de ce championnat et peut-être même leurs secrets. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous demande en tout cas Vincent, on sait que vous êtes très très bon dans ce genre d'exercice. On revient vers vous tout à l'heure, ça commence à fourcher, c'est le début, on est diesel, tout va bien se passer. Pour lancer cette grande cérémonie, je propose tout de suite d'accueillir le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonsoir Président. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est la première fois qu'un président s'exprime dans une cérémonie des trophées du National. On vous remercie d'être là. Une saison qui a été dure du fait notamment de la grande réforme, passionnante pour le public et la confirmation aussi que le National est une division qui aujourd'hui se structure. D'abord, permettez-moi de remercier les clubs, les joueurs, les coachs et puis toute la famille du football qui s'est réunie ce soir. Une journée avant la fin du championnat, vous l'avez dit, c'est un championnat qui a été absolument fantastique, avec beaucoup de stress, parce que c'est la réforme, c'est 6 descentes cette année, donc c'est beaucoup sur 18. C'est aussi un niveau de sportif qui s'est, je crois, amélioré d'année en année. Cette année, je crois qu'on a vécu un championnat formidable. À tous les niveaux, excitant en haut, mais aussi excitant en bas. Et puis on est à une journée de la fin et tout reste à jouer. Certains ont certainement beaucoup de stress par rapport à ces 6 dernières places. Et puis d'autres commencent peut-être à avoir quelques étoiles dans les yeux parce qu'ils peuvent entrevoir la Ligue 2. Et c'est ce qui fait, je crois, le charme de ce championnat qui va nous tenir en haleine jusqu'aux dernières minutes. Président, je suis obligé de vous parler d'avenir, parce qu'il y a une question sur toutes les lèvres. Il y a des présidents, il y a des entraîneurs, il y a des joueurs qui se posent cette question. On a beaucoup parlé ces derniers mois de Ligue 3 professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet à date aujourd'hui ? La Ligue 3 professionnelle, c'est un vieux serpent de mer. Je pense, pour être tout à fait transparent, qu'il faut être encore patient. Patient parce que tout va dépendre d'une certaine manière de ce qui va se passer dans quelques mois avec la Ligue 1 qui va mettre sur le marché ses droits audiovisuels. C'est une étape extrêmement importante dans le projet ambitieux que Vincent Labrune à la Ligue a mis en place. Et les résultats de cet appel d'offres seront, je pense, déterminants pour toute la pyramide du football. Et donc, je pense qu'à ce soir, on ne peut pas parler de Ligue 3 professionnelle, même si tout le monde sait que le National est une quasi aujourd'hui ligue professionnelle dans son niveau de jeu, dans son coût aussi pour la faire fonctionner. Mais il faudra certainement attendre encore un petit peu avant de la voir apparaître officiellement. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu sans concession à toutes ces questions. On vous retrouve dans quelques instants bien évidemment pour remettre un prix qui nous est cher, c'est celui du meilleur joueur. Merci beaucoup Président Diallo d'être avec nous en tout cas ce soir. Quant à nous les amis, je vous propose tout de suite qu'on se replonge sur une saison 2022-2023 particulière pour une cuvée millésimée, le résumé d'une saison de National pas comme les autres. En 10 années nationales sur FFF TV, aucune saison ne s'annonçait aussi excitante et palpitante. Seulement 2 montées en Ligue 2, mais surtout un tiers des clubs qui descendent. Cette année, c'est simple, t'es 6e, tu joues le maintien. Peu importe ton histoire, ton statut, ton nom, ton budget, en national et surtout cette saison, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits, tout le monde peut battre tout le monde.
début de saison engendre toujours son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Forcément, on a tous été bluffés par Concarneau. Ils ont perdu une fois de plus leur colonne vertébrale à l'intersaison et pourtant ils sont toujours là. Centre en retrait vers Faisal Manaï. Concarneau est insaisissable et Guy Piriou qui peut chavirer. Alors, pour moi, le coup de cœur, c'est les promus. Versailles et Martigues, pour moi, c'est la sensation. Versailles, c'est un recrutement XXL avec des noms de Ligue 1, Ligue 2, voire même de l'étranger. À l'inverse, Martigues, c'est des révélations, la continuité d'une saison de N2 qui a été incroyable. Le grand pont sur Traoré, le petit pont sur Patier, Clini c'est complètement fou. A l'inverse, certains clubs sont déjà dans le dur. Et quand on regarde la liste des mauvais départs, Sedan, Nancy, Châteauroux, Le Mans, des monuments sont en péril. Un but qui aurait pu tout changer. Six descentes, on l'a dit, forcément une saison sous tension. Sur le terrain, bien sûr, mais aussi en coulisses. Ça va très vite. Tu enchaînes 2, 3 défaites, tu te retrouves tout de suite relégable. Et les présidents ont cherché l'électrochoc, et c'est souvent les coachs qui en ont subi les conséquences et qui ont subi du coup beaucoup plus de pression. C'est vraiment un coup de gueule parce que voilà, ils veulent tous aller en Ligue 2, ils ont tous du potentiel. Et ferme-la, regarde en face qu'il y a, regarde ce que c'est le national. Pour être sincère avec vous, j'étais prêt à tout casser dans le vestiaire. On fait rire tout le monde, quoi. On prend des buts, on fait rire tout le monde. 9 changements d'entraîneur à la mi-saison. En national, c'est un record. On n'avait jamais vu ça. Si le métier d'entraîneur est dur en national, cette saison c'est un enfer. C'est la fameuse valse des entraîneurs. T'as ceux qui perdent leur place et ceux qui la prennent. Pour certains que tu vois revenir, c'est une deuxième chance. On a quand même fait quelque chose que personne en France cette année a fait, cette victoire d'affilée dans le monde professionnel. Donc c'est une fierté. Mais c'est une fierté, ça c'est une coupe en chocolat. Quand tu vois revenir Karim Mokedem à Saint-Brieuc, quand tu vois aussi Pedretti revenir à Nancy, tu te dis, il va se passer quelque chose. Centre vers Thomas Robinet et le but décrié, laissé sur le banc. Il endosse le costume de sauveur. La prise de balle, Maxime Blanc. Oh, le chef-d'œuvre de Maxime Blanc. La bonne surprise cette saison, justement, c'est que l'enjeu n'a pas pris du tout le pas sur le jeu. La preuve, c'est le nombre de buts marqués cette saison. Il faut vraiment féliciter les entraîneurs. Il y a du talent, il y a du jeu offensif, on peut le dire sans trembler. En national, il y a du spectacle. Je trouve que mes garçons sont dans un flot en quelque sorte de jeu et de jeu constant en fait. C'est-à-dire qu'on ne veut jamais jeter les ballons et parfois même je leur crie dessus parce qu'ils veulent trop jouer. Cervantes, côté droit, l'enroulé, c'est splendide, quel coup de canon! Le corner de la dernière chance pour Versailles, Sébastien Rino qui reprend au premier poteau, le héros est un gardien! Passé le premier tiers de la saison, t'as 5 équipes qui se démarquent dans la course à la montée. Déjà, Concarneau et Martigues, c'est juste injouable. On peut l'affirmer ce soir, oui Martigues a la Ligue 2 dans le viseur. Le Red Star et Versailles, c'est très costaud. Il faut pas oublier Dunkerque et cette série incroyable. Cette victoire en 7 matchs, Dunkerque est inarrêtable. Et ce qui est encore plus passionnant, c'est la course au maintien. Environ 7 équipes qui vont jouer leur peau en 90 minutes, c'est-à-dire à la dernière journée. Allez, la prise de balle, Adrien Damas, le petit coup d'œil, la tentative de l'homme et l'hostilité a glissé. Alors certains sont condamnés déjà, hein. Mais devant, tout est possible. Un but, un poteau, un arrêt ou même une faute. Chaque geste peut changer le cours de l'histoire. Et l'épilogue va être palpitant de cette saison 2022-2023. Je vous rappelle que 4 équipes peuvent encore espérer monter, que la lutte pour le maintien risque d'être incroyable jusqu'au bout. Vous avez rendez-vous d'ailleurs vendredi prochain à partir de 21h, multiplex sur les antennes de Canal+ Foot et puis également pour les autres matchs en direct et en intégralité sur FFF TV. Le national, terrain d'audace qui révèle nombre de joueurs saison après saison. Ouvrons les hostilités avec un premier trophée et honorons surtout la révélation. Bon, j'ai une petite question, est-ce que Sherendoy est arrivé?
Vraisemblablement pas. Donc du coup, on va appeler Monsieur Steve Marley, s'il vous plaît, pour nous rejoindre ici sur scène. Bonsoir Steve. Je vous laisse vous asseoir, enfin vous mettre. J'avais pas prévu. Ouais, mais moi non plus, j'ai pas de questions à vous poser du coup, mais on vous connaît bien. Si je dis pas de bêtises, vous avez arrêté votre carrière il y a 10 ans, championnat national du côté du Red Star, un peu plus, 11 ans. 11 ans. Ça évoque quoi le championnat national pour vous, Steve? Championnat très très dur, dans un premier temps. Au fil des années, on voit que les clubs se structurent et que ça n'a plus rien d'un championnat amateur. C'est aussi un très bon championnat de développement des jeunes joueurs. Les révélations font souvent la bascule nationale Ligue 2 voire Ligue 1. De développement des jeunes entraîneurs, développement des jeunes arbitres aussi, donc c'est un très bon championnat qui a un grand futur. Et en plus des révélations, vous êtes concerné au Red Star parce que je crois que vous avez 3 joueurs sous contrat qui ont commencé leur formation de joueurs au sein du Red Star. C'est très rare et c'est même très difficile quand on n'a pas le statut professionnel. Oui, c'est très difficile parce qu'on n'est pas protégé, donc il y a beaucoup d'agressions de la part d'autres clubs professionnels qui eux ont des centres de formation ou des équipes qui jouent au plus haut niveau dans les catégories jeunes, et donc on subit souvent les assauts de ces clubs-là. Nous, on a fait un effort cette année, alors avec l'aide de la Fédé aussi, on a pu se protéger, et on n'en a pas 3 mais 4 joueurs issus de nos rangs amateurs, donc c'est une belle fierté pour nous. Merci beaucoup en tout cas Steve pour ces mots. On va regarder ensemble qui sont les 3 nommés dans cette première catégorie. Révélation de la saison du championnat de national. Regardez plutôt. Avec Makan Aiko du Mans FC, Zakhariev Daouche du FC Martigues et Ryan Grieb de l'USL Dunkerque. Trois nommés et donc un lauréat. Et la réponse entre vos mains, mon cher Steve. Qui est la révélation de cette saison 2022-2023? La révélation du championnat national 2022-2023 est Ryan Grieb. Ryan Grieb, seul joueur à avoir été désigné joueur du mois à 2 reprises cette saison. Ryan Grieb a illuminé le jeu d'attaque dunkerquois pour sa première saison pleine en championnat de national. Bonsoir Ryan, félicitations. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que vous ressentez là comme ça à chaud tout de suite? Ça fait énormément plaisir, surtout avec ce qui se passe cette année avec le club. Je tenais à remercier tous les dirigeants qui m'ont fait confiance cette année, qui m'ont donné ma chance. Et au jour d'aujourd'hui, je suis très satisfait individuellement, mais j'aimerais être satisfait collectivement avec cette montée à la clé. Exactement. Dès vendredi prochain, on en parlait bien sûr tout à l'heure. Ryan, depuis vos débuts en Alsace, vous avez eu beaucoup voyagé, parcourir beaucoup de clubs. Qu'est-ce qui a changé cette année du côté de l'USL Dunkerque? Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je pense que c'est un coach qui est venu et qui m'a fait confiance. Après, il a su me mettre dans les meilleures conditions. Et franchement, chaque année, j'ai bossé. J'ai compris qu'il fallait passer par le travail et de la détermination pour arriver à ces choses-là. Et au jour d'aujourd'hui, je continue de bosser pour arriver le plus haut possible. On rappelle que le Covid vous a fait perdre 2 ans de carrière. Là, vous rebondissez justement juste après. Qu'est-ce qu'elle vous a appris cette période, on imagine, assez difficile? Je pense que pour tous les footballeurs, c'était assez compliqué parce que personne ne faisait rien de sa vie. On essayait de jouer au foot là où on pouvait, au quartier ou dans les stades ou un peu partout. Et au jour d'aujourd'hui, le football l'a repris depuis presque 2 ans et je pense que tout le monde est content et c'est mieux comme ça. Exactement. Nous aussi, les commentateurs, ont été très tristes, bien sûr, de cette période. Les supporters aussi, on a une pensée, bien évidemment, pour eux. Merci beaucoup, Ryan, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup également, Steve, pour ce trophée de la révélation. C'était le premier trophée de cette soirée. On salue aussi également Makan Aiko, qui est juste en bas de nous. Zakhariev Daouche aussi également. Bon courage pour cette dernière journée, chers amis. Ils ont marqué, bien évidemment, eux aussi, cette saison 2022-2023. Il n'y avait d'ailleurs que 3 nommés, mais le national a permis l'éclosion de nombreux talents cette saison encore. Tour d'horizon, justement, de ceux qui ont illuminé le passé et le présent de cette division. Le championnat national, un terrain d'audace révélateur de talent. 10 ans après les premiers pas de N'Golo Kanté à Boulogne-sur-Mer, la Coupe du Monde cet hiver a mis en lumière d'autres artistes qui, après avoir marqué le national, ont explosé aux yeux du monde. Le Marocain Asdine Ounahi, grand coup de cœur du mondial au Qatar, a relancé sa carrière à Avranches il y a 2 ans, déjà virevoltant et revanchard. Et puis comment ne pas évoquer Randal Kolo Muani, héros tricolore face à l'Angleterre, prêté à Boulogne il y a 3 ans pour s'aguerrir et à coup sûr l'une des grandes attractions du mercato cet été.
En Ligue 1 aussi, les anciens du National flambent. Bilal Brahimi avait marqué les esprits au Mans et fait aujourd'hui les beaux jours de l'OGC Nice. Nice où évolue aussi un certain Gaëtan Laborde qui n'a laissé que des bons souvenirs au Red Star et son Stade Bauer. On n'oublie pas non plus Florian Sotoka qui, avant de devenir l'un des inamovibles de l'attaque lensoise, a connu une montée avec Grenoble, et Jonathan Klaus, déjà insaisissable sur son couloir droit lors de son passage à Avranches. Des exemples et des modèles pour une cuvée 2022-2023 millésimée. Au Puy, on a aimé deux prêts qui se sont avérés gagnants. Mohamed Benfredj d'Auxerre ou Maxence Riviera de Saint-Etienne ont prouvé à leur club formateur qu'ils y méritaient leur chance. Au Mans, il y a l'ailier gauche Macan Aïko et son pendant à droite Noah Cervantes. La preuve que les prêts rémois se passent bien dans la Sarthe. 12 buts à eux deux et de beaux souvenirs pour les suiveurs du stade Marie-Marvin. Au Red Star, c'est l'enfant du club Giovanni Kanga qui a su s'émanciper. Explosif, créatif et dribbleur, ses 8 réalisations lui permettent d'être le meilleur buteur odonien cette saison. Un symbole, lui qui est arrivé au club à seulement 6 ans. En période de tempête, Nancy a su trouver le capitaine de sa galère. Nel Elhenaoui a montré un leadership établi et un talent de footballeur indéniable grâce à une technique et une capacité à répéter les efforts au-dessus du lot. Mais si un homme a affolé les compteurs, il s'appelle Godwin Koyalipou. Arrivé durant l'hiver à Avranches, l'ancien Niortais a inscrit 9 buts en l'espace de 6 semaines. Une intégration à la vitesse grand V. Formé au milieu, l'attaquant aux multiples facettes est l'un des grands buzz de cette année 2023. On aurait pu citer Antoine Mille, Sami Bagdadi, Malcolm Viltar, Capi Djoko. L'histoire et l'avenir saura nous rappeler qu'il y a bien une autre révélation qu'on aurait ce soir oubliée. Et oui, François Paulet, vous avez raison, on oublie toujours des révélations et des joueurs justement qui après illuminent en tout cas leur parcours en allant dans des divisions supérieures. Retenez bien sûr tous les noms que vous venez d'entendre et n'oubliez surtout pas que la première fois que vous avez entendu parler de ces noms-là, c'était bien sûr en suivant le championnat de national. Pour poursuivre justement cette discussion, on va se retourner tout de suite vers Vincent en compagnie d'un dénicheur de talent. Exactement, Manu. Julien, justement, par rapport à tous ces noms qui ont été cités dans le résumé, lesquels pourraient signer à Sedan la saison prochaine? Ouais, ça va être compliqué, hein. Aucun, je pense. Et trop de budget? Je pense qu'ils vont rester dans leur club ou aller peut-être plus haut, sûrement. C'est ce que je leur souhaite. Toi, Julien, qui est directeur sportif, tu travailles comment pour dénicher ce genre de talent? Bon, c'est pas simple, mais c'est surtout un travail de réseau quotidien avec les observateurs, les recruteurs, le relationnel, mais aussi avec les clubs professionnels. Je prends l'exemple d'un joueur chez nous qui a aussi marqué un petit peu les esprits, Amilcar Silva, qui est sollicité, qui fait une très bonne saison pour sa première saison en National 1. Donc c'est les relations, le suivi, notamment avec certains clubs, notamment comme l'AS Monaco. Ryan Grieb, justement, c'est toi. Tu l'as découvert du côté de Strasbourg, mais pas sur une pelouse. Ouais, déjà je tiens à le féliciter. Je suis vraiment très très heureux pour lui, il le mérite vraiment. Effectivement, on me l'avait annoncé quand il jouait au futsal du côté de Strasbourg. C'est un observateur qui travaillait sur la région Grand Est et aussi sur l'Allemagne. Et puis pendant quelques mois, on avait fait un travail d'observation avec l'aide d'observateurs. Et puis il était encore U18 quand il signait à Sedan en National 2. Il faisait partie du groupe. Il avait participé à une dizaine de matchs. Donc il a fait son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, il est récompensé. Hein. Il a un peu plus de maturité, plus d'expérience. Mais le talent, il a toujours eu. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Julien. Sedan officiellement maintenu. On salue aussi également dans la salle Aziz Dachour, Mohamed Fadoun, je crois, est là, Guillaume Kous est bien présent et le coach Olivier Saragaglia. Je vois absolument personne, j'essaie de deviner bien sûr les faciès, mais ils sont tous là, m'a-t-on dit. On enchaîne les amis, un deuxième trophée et honorons tout de suite l'homme qui est le directeur du jeu. Et pour remettre ce nouveau trophée, on va appeler Jackie Serveau, membre de la commission de l'arbitrage au sein de la Fédération française de football. Bonsoir Jackie, c'est notre traditionnel rendez-vous de chaque année. C'est exact, c'est le traditionnel rendez-vous et avec plaisir. On prend de bonnes Bonsoir habitudes à tous. Et on est très content d'être avec vous. Alors expliquez-nous un petit peu comment, puisque c'est pas un processus de vote qui élit bien évidemment le meilleur entraîneur de cette saison, par quel processus justement on a réussi à élire ce meilleur entraîneur? Écoutez, c'est meilleur arbitre, pardon, excusez-moi. Ouais, meilleur arbitre, c'est en fonction de la saison des arbitres, fonction bien sûr de leur performance sur le terrain,
Et puis également en fonction de la carrière qu'ils ont faite. Exactement. Jackie, merci pour ces explications. Je vous propose d'ouvrir tout de suite cette enveloppe et nous révéler l'identité du meilleur arbitre de National. Alors le meilleur arbitre pour la saison 2022-2023 est Romain Delpech. Charismatique, incisif, dur et bienveillant dans un accent occitan, Romain Delpech est sacré dans sa 18e saison d'arbitre FFF. Bonsoir Romain, félicitations déjà. On pensait que Sherendoy serait là juste avant et on voulait faire le parallèle avec votre carrière parce que vous avez commencé. J'aurais aimé. Voilà, exactement. Vous avez commencé en National comme lui, vous êtes monté jusqu'en Ligue 1 et vous êtes revenu chez nous pour notre plus grand bonheur. Comment justement, est-ce que ce trophée a une saveur particulière dans une saison qui a quand même été très très tendue pour les arbitres dans un contexte en tout cas où c'était parfois un peu chaud? Effectivement, le contexte de la saison, enfin les enjeux, voilà, on les avait appréhendés dès le début de saison. On a été préparé à tout ça dès le stage d'été. Jackie et l'ensemble de la direction de l'arbitrage nous ont fait passer le message, mais bon, on n'avait pas besoin de ça pour le savoir. Donc, on sait très bien que l'objectif reste d'être le plus performant possible tous les week-ends. C'est ce qu'on s'attache de faire. Donc, en témoigne à la J33 avec ce qui s'est passé hier soir. Rien n'est joué. Je parle pour le haut, mais pour le bas, il y a encore pas mal d'enjeux. Donc, une compétition très, très alléchante. Et on sait très bien que nos décisions sont lourdes de conséquences. Donc, je veux dire, on se prépare pour ça. Donc, je suis ravi que Jackie ait parlé de performance parce que malgré mon retour en national après quelques années en Ligue 2, voilà, je m'attache à toujours être performant. C'est mon leitmotiv. Donc, voilà. Je suis content qu'il y ait encore des enjeux sur la dernière journée, donc on a du travail encore la semaine prochaine. Exactement. C'est rare d'entendre un arbitre s'exprimer, donc on va en profiter jusqu'au bout, parce que vous êtes au cœur quelque part du jeu, au cœur des échanges. On aimerait avoir votre avis aussi également sur cette saison. C'est quoi par exemple l'ambiance qui vous a le plus, pas ému, mais que vous retiendrez de cette saison? Dans quel stade en tout cas vous avez le plus vibré? Les émotions chez moi elles sont particulières. Je suis dans la retenue. Très sincèrement, il y a de belles ambiances. Après, pas plus tard qu'hier soir, j'étais à Concarneau et voilà, on peut dire que il y a une saveur particulière, une authenticité. Donc, avec cette proximité avec le public, voilà, ça donne quelque chose je dirais, d'incandescent, mais dans le bon sens du terme. Donc, je peux dire qu'hier soir, c'était sympa en termes d'ambiance. Donc, ça donne envie de se dépasser et d'essayer de rendre la copie la plus propre possible. Donc, de bonnes ambiances en national. Le joueur avec lequel il est plus facile de discuter et d'échanger sur... Il y en a plein, j'en ai croisé dans la salle, donc des fois ça a commencé un petit peu dans le conflit, mais au final ça s'arrange toujours. Non, il y a plein de joueurs sympas, il y a plein de joueurs qui essaient de comprendre. Là j'ai discuté avec Guillaume Kous, voilà, mais je pourrais en citer plein, le gardien de Sedan, Tchèque, avec qui j'ai une histoire particulière parce que voilà, vous l'avez dit, on a grandi ensemble entre guillemets. Bon, il est allé beaucoup plus haut, mais il est beaucoup plus costaud, mais en fait, on a été blessés ensemble avant de partir à la CAN. Donc, on s'est retrouvés ici 3 semaines à Clairefontaine, du matin 8h au soir 19h. On passait des journées tous les deux. Donc, on a beaucoup échangé sur la vie et tout ça. Donc, c'était hyper enrichissant. Donc, je lui ai expliqué mon quotidien, il m'a expliqué le sien, la famille, tout ça. Donc, voilà, il y a plein de joueurs. Il y a plein de joueurs. Voilà, à l'écoute, réceptif, faut pas croire. Les joueurs sont intelligents, s'adaptent aussi. Et nous, on essaie de s'adapter. Moi, j'essaie de m'adapter. Voilà, le but, c'est, comme je disais à certains joueurs, voilà, la notion de flexibilité, on est flexible. En fait, moi, je m'adapte à ce que propose le contenu. C'est les joueurs qui le proposent. Les entraîneurs mettent en scène. Et après, les joueurs, ce sont les acteurs. Et puis nous, derrière, on essaie de rendre la copie une copie propre, la justice. Donc voilà, mais il y a plein de joueurs intéressants, surtout dans ce championnat. Je suis obligé de vous poser la même question sur les entraîneurs maintenant. Les entraîneurs, bon, il y en a 3 là. Enfin, j'en ai vu d'autres aussi. Les trois. Alors voilà, moi je vais pas faire du politiquement correct, Jackie. Donc les 3 nominés, il y a des bons coachs. Je vais pas parler des 3 nominés. Il y en a un que j'apprécie particulièrement parce que j'ai grandi aussi avec lui, c'est Damien Haute, qui avec les moyens dont il dispose arrive à faire quelque chose d'intéressant. Vous l'avez dit dans le reportage, il y a du jeu. Il y a du jeu. Moi qui ai connu le national, il y a 12 ans, voilà, c'est ça, avant de partir en Ligue 2. Et là, depuis 2 ans, et cette saison particulièrement, je trouve que
il y a un contenu intéressant. J'ai fait des matchs vraiment dans le jeu où voilà, il y avait du contenu, il y avait un projet de jeu. Voilà, il y a Grégory Poirier avec ce que fait Martigues, c'est beau. Il y a du panache, on en a discuté tous les deux. Il a réussi à s'adapter. J'ai vu une équipe en début de saison qui était voilà, dans l'apprentissage, mais qui avait de la réussite aussi. Mais une équipe qui arrivait à gérer temps fort, temps faible, c'était hyper intéressant. Le restart aussi, ce que propose Habib Beye, voilà, il y a cette connaissance du football. Voilà, il y a l'envie on parle de jeu, quoi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Enfin, moi, j'essaie aussi de m'adapter par rapport à ça, et ça m'intéresse. Et puis Stéphane Le Mignan, qui pour moi a une science de la tactique, une science du jeu qui est, voilà, on sent que ces joueurs prennent plaisir, ça transparaît en fait, ça transparaît et c'est pas galvaudé, il est là, le parcours depuis 3 ans il est beau, faut le reconnaître, voilà. Donc des entraîneurs qui voilà on peut discuter avec beaucoup d'entraîneurs. Je pense à ce que fait Hervé de la Magueur aussi, parce que voilà, son président lui a fait confiance. J'étais la semaine dernière, il y en a qui l'auraient lâché. Il a su se renouveler. Donc, vous avez dit que le national était un laboratoire quelque part. Donc, c'est intéressant parce que c'est un vivier, c'est un championnat de talent, mais c'est aussi un championnat aussi pour les entraîneurs. C'est compliqué. Steve Marley en a parlé tout à l'heure. C'est pas facile. Voilà. Donc, l'antichambre du professionnalisme avec le monde amateur. Donc, on a des coachs qui sont en devenir, qui, à mon avis, on les retrouvera un petit peu plus haut. Enfin, j'espère, en tout cas pour eux. Merci beaucoup Romain d'avoir répondu comme ça avec ces questions. Si vous cherchez un poste de consultant sur FFTV l'année prochaine, peut-être des places qui se libèrent. Je prends, c'est bientôt la fin donc. Non, vous avez encore quelques années devant vous. Merci Romain, merci, félicitations pour ce titre. Merci Jackie d'avoir honoré ce rendez-vous bien sûr annuel. Vincent, on va se retourner vers vous avec un homme qui a connu plein de casquettes en national. Ancien joueur, ancien secrétaire général à l'époque. C'était bien sûr le petit clin d'œil et aujourd'hui président. Ouais, en tous les cas, moi Manu, je suis d'accord, je suis super content parce que je suis très d'accord avec tout ce qu'a dit Romain Delpech, donc ça c'est déjà bien. Edwin, habituellement on ne tutoie pas les présidents, mais tu as été joueur donc je te tutoie. Vu la saison, ces 6 descentes, toute cette pression, on a vu énormément de tensions justement entre joueurs, arbitres, coachs, parfois même on a vu même des docteurs se faire expulser, donc vraiment il s'est passé énormément de choses. Pas du tout facile ce métier d'arbitre. Non, c'est pas un métier facile évidemment, mais je dirais que la tension elle est tout à fait naturelle. Vous savez, quand vous êtes sur un terrain de football, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et évidemment cette saison, quand on voit les enjeux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quasiment la moitié des équipes qui vont changer la saison prochaine entre les 6 descentes et les deux montées. Donc il est tout à fait naturel et logique qu'il y ait de la tension. C'est pas un métier facile, mais tout comme le métier de dirigeant n'est pas facile, tout comme le métier d'entraîneur n'est pas facile, tout comme le métier de joueur n'est pas simple non plus, je dirais que c'est un acteur indispensable. Et à nous de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais c'est pas toujours facile parce que vous savez, quand vous avez l'enjeu du résultat, généralement ça prend un petit peu le pas et les émotions sont très fortes. Qu'est-ce que tu penses de la reconversion de plus en plus de joueurs qui deviennent arbitres ? Ben, je pense que c'est justement une très bonne chose. Vous savez, les joueurs aujourd'hui, ils sont vraiment au cœur du jeu. Certains se forment pour devenir coach, certains se forment pour devenir directeur sportif, certains se forment pour devenir dirigeant. Et il est tout à fait naturel que certains puissent se former, à l'image de Gaël Angoula, par exemple, qui est passé par chez nous aussi. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose pour l'avenir, parce que le joueur, il a une compréhension qui est quand même différente et innée, parce qu'il a un vécu qui est fort. Et encore une fois, pour bien comprendre le jeu, alors évidemment, il faut se former, mais avoir été au cœur du jeu, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'espère qu'à l'avenir, les joueurs vont continuer aussi à se former, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les clubs, on a aussi besoin des arbitres. Ça, c'est très important, et qu'ils soient garçons ou filles. Jamais eu l'envie de devenir arbitre? Non, j'ai déjà de multiples casquettes depuis que j'ai commencé ma carrière, donc je pense que je vais passer mon tour. Merci, Président. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Edwin Pindi. Je te trahis un secret, Edwin Pindi qui habite une commune qui s'appelle Beaugosse. Voilà, c'est tout. Ceci explique cela. Vous avez eu la chance, les amis, de suivre 770 buts sur les antennes de Foot Plus, sur les antennes de FFF TV. Et désormais, on va essayer de trouver bien quel était le plus beau de cette saison. Et pour remettre ce trophée, on va appeler quelqu'un dont on se souvient d'ailleurs beaucoup plus de ses arrêts que des buts qu'il a encaissés. J'appelle bien sûr Steve Elana à me rejoindre sur scène. Bonsoir Steve. Bonsoir à tous. Steve, la première question que j'ai envie de vous poser, parce que c'est le trophée du plus beau but, c'est quoi le plus beau but que vous avez encaissé vous ?
Il y en a eu. Comme le disait sur Ravio, il n'y a que des buts imparables. C'est exactement ça. Steve, carrière exceptionnelle, on vous avait croisé à la fin bien sûr en championnat de national. Votre carrière s'est terminée la saison dernière du côté de Martigues. Racontez-nous un petit peu ce que vous devenez déjà et puis comment on gère l'après-foot. Est-ce que c'est dur de passer de l'autre côté? Alors j'ai connu le national au tout début de ma carrière et à la fin. Déjà je vois une belle évolution. C'est vraiment un beau championnat qui permet à certains joueurs justement de tutoyer le monde pro. Et un petit peu lorsqu'on sort de formation, de voler un peu de ses propres ailes. Donc j'ai toujours suivi ce championnat avec beaucoup d'attention. À titre personnel, j'ai arrêté il y a 2 ans maintenant. J'avais commencé un petit peu à me préparer à l'après-foot et je me suis retrouvé avec un compère dans le sud de la France et on a une académie justement de footballeurs où on accompagne de jeunes joueurs aussi bien dans la scolarité que dans la pratique du foot. Et en parallèle, je travaille aussi un petit peu dans le mental, parce qu'il en faut dans le foot, donc autant dans le monde de l'entreprise que dans le monde du football, pour accompagner un petit peu soit des gérants d'entreprise, pour les managers ou même des joueurs encore. Voilà. Exactement. On rappelle que Richard Secret, vous avez surnommé le chat. Ça dit tout sur votre carrière et sur vos aptitudes. Restez avec nous, Steve. Merci bien sûr de votre présence. On va rappeler forcément les conditions d'éligibilité ou de la manière avec laquelle a été décerné en tout cas ce trophée. Les journalistes FFF TV ont voté parmi une sélection de 15 ou 20 buts. Ils en ont sélectionné 4. Le public devait décider. On regarde tout de suite qui sont les nommés. Il faut bien le frapper, celui-ci est d'importance cruciale pour le Stade Briochin. Pour espérer marquer, quel but inscrit par Hicham Benkaïd. C'est magnifique, le ciseau direct sur corner. 4 buts et 4 matchs pour l'ancien Orléanais qui peut célébrer. Encore une fois, Jonathan Rivas avait réussi à se faire oublier par l'arrière-garde de l'équipe. Le ballon de Damas, il y a une solution à gauche avec une fortunée. Oh, il va prendre sa chance tout seul. Oh, le but avec un glissade de Franck Jossi. Il avait mis le petit coup d'œil à Adrien Damas pour sa 7e réalisation. Le geste est parfait. Ça fait 1 but à 0 au meilleur moment. Ce bon ballon comme celui-ci par exemple, là c'est bien fait avec le ballon qui va arriver derrière et l'égalisation magnifique. L'égalisation magnifique signée Geoffrey Karchi. Il aura fallu un exploit, il aura fallu un petit ballon comme ça. 2 minutes 20. En tout cas, il y a toujours autant de facilité à s'approcher de la surface de réparation. Rivera, la frappe de Rivera. Rivera! Quel but incroyable! La lucarne de Rivera! À 25 mètres, la lucarne, il a levé la tête, Rivera! Et il arrache l'égalisation, quel but! Le choix était très compliqué et le public, le peuple s'est exprimé. La réponse, bien sûr, avec vous, Steve. La réponse dans cette enveloppe. Donc le lauréat pour le plus beau but de cette saison est attribué à Hicham Benkaïd. 5 clubs en début de saison, Hicham Benkaïd a connu une résurrection à Saint-Brieuc, 12 buts, cette papinade qui restera donc dans les annales. Bonsoir Hicham, on va regarder d'abord les résultats, parce que c'est vrai que qui dit vote, comme aux élections présidentielles, il faut bien voir les suffrages bien sûr exprimés. Une large victoire quand même pour vous Hicham, pour cet hommage presque à Jean-Pierre Papin. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se revoir le but, puis vous allez nous raconter ce qui vous est passé par la tête, parce que même le commentateur est devenu complètement fou, à juste titre, bien évidemment. À quel moment vous prenez la décision de faire ce geste-là ? Je me souviens, c'était la 80e minute. Il y avait 0-0, c'était un match important, un concurrent direct pour le maintien. Et je me souviens, j'avais regardé le chrono et sur le corner et je me suis dit c'est peut-être c'est le moment d'être décisif ou de chercher à marquer. Et après c'est de l'instinct, c'est de la réussite, il y a le bon ballon au bon endroit et puis il y a le geste parfait. C'est tous ces ingrédients-là qui font que c'est des gestes qui viennent à l'instant, on va dire. Voilà. Si je dis pas de bêtises, je crois que vous avez proposé à peu près le même geste avec les Sports Unis de Colmar à l'époque, non ?
Ouais, il y a 6-7 ans, j'ai mis un ciseau sur corner. Donc le spécialiste, il y a des défenseurs et des gardiens, méfiez-vous au premier poteau ou dans les 5,50 m bien sûr de Hicham Ben Kaïd. Hicham, revenons un petit peu sur votre saison parce que ça avait commencé, on était très étonnés. Vous étiez au chômage cet été, il n'y avait pas de club. Il y a eu le coup de téléphone de Karim Mokedem pour le rejoindre à Saint-Brieuc en décembre. Et finalement, à la fin de cette saison, il y a ce trophée et aussi également votre meilleure saison en carrière, en national en tout cas en termes de stats. Oui, voilà, le foot ça va vite. J'ai tenté une expérience à l'étranger et ça n'a pas marché. Et on connaît le foot, on disparaît vite du circuit. Et voilà, je remercie mon club, Stade Briochin, qui m'a tendu la main. Donc voilà, c'est un retour gagnant-gagnant pour les deux. Et voilà, aujourd'hui je suis content. Ce trophée vient récompenser aussi mon retour sur les terrains. On était très contents en tout cas de vous avoir avec nous en championnat national cette saison, Hicham. Bon courage pour la dernière journée, la 34e, ce sera vendredi. Merci beaucoup Steve pour être venu. C'est un honneur de vous avoir, un personnage qu'on a beaucoup aimé dans ce championnat de national. Et c'était tout naturel en tout cas de vous accueillir aujourd'hui. Je propose d'enchaîner tout de suite avec le Trophée Social Club. Le Trophée Social Club, et pour la remise de ce trophée, accueillons tout de suite Aline Riera, ex bien sûr internationale de l'équipe de France et membre du comité exécutif de la Fédération Française de Football. Bonsoir Aline. Bonsoir. Le football rassemble, le football éduque, les clubs sont plus que du foot d'ailleurs, et au-delà de la compétition, c'est un maillon essentiel à notre société. J'imagine que vous êtes d'accord avec ce postulat-là, il faut plus de foot pour une société qui va beaucoup mieux. Oui, alors évidemment que quand on parle de club, de lieu de vie, au-delà de la pratique, c'est évidemment tout ce qui va autour, toute la partie éducative, la partie sociale, et de bien éduquer, de faire de nos jeunes de bons citoyens. Donc voilà, ce projet social, c'est aussi un projet de club de vie. Exactement. Et on va justement honorer tout de suite, bien sûr, le projet social qui a été le plus impactant. On rappelle qu'il n'a pas nommé aussi également dans cette catégorie. C'est une commission à la Fédération Française de Football qui a tranché concernant le projet social le plus impactant. Et Aline, je vous laisse ouvrir l'enveloppe et nous dire surtout qui va succéder au Red Star qui avait été primé l'année dernière. Alors le vainqueur de ces trophées du national pour le projet Social Club, c'est le Stade Briochin. Le Stade Briochin. S'engageant dans une démarche RSE, le Stade Briochin participe à sensibiliser les générations futures à la protection de l'environnement, un nouveau moyen de faire grandir le club. On va appeler tout de suite Coralie Labbé, qui est avec nous, directrice générale du Stade Briochin. Stade Briochin, décidément à l'honneur, puisqu'on rappelle Hicham Ben Kaïd, joueur du Stade Briochin, et donc le Stade Briochin qui remporte le projet Social Club. Et c'est mon ancien club aussi. Et oui, c'est vrai Aline, excusez-moi, j'avais complètement oublié. Félicitations Coralie, expliquez-nous un petit peu pourquoi... Qu'est-ce que c'est une démarche RSE? Parce que moi-même, j'ai dû aller faire des recherches pour comprendre. Je n'étais pas forcément au fait avec le sujet. Et quelle opération vous avez mis en place? Comment vous l'avez mis en place? Je crois d'ailleurs que vous avez reçu le soutien et l'accompagnement de la Fédération Française de Foot. Oui, ça fait à peu près 2 ans maintenant que l'idée a germé. L'idée, c'était comment passer au-delà du niveau sportif, où malgré les résultats sportifs de cette année, on est un club qui est plutôt bien structuré et la démarche RSE, c'était comment on peut structurer encore plus notre club. En effet, à ce moment-là, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de l'appui conseil proposé par la Fédération Française de Football. Et ça a permis de nous faire avancer peut-être plus vite qu'on ne l'aurait fait tout seul. Dans une démarche assez classique, on a identifié plusieurs thèmes qui sont liés à la RSE. Vous parliez du social, bien évidemment. Il y a tout ce qui concerne la gouvernance. Et nous, on a voulu mettre un focus sur la partie environnementale parce que on a voulu concentrer nos efforts et se dire on y va petit à petit, on y va tranquillement. Et c'était l'environnement, pour les Bretons. Je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On est dans une région assez sensible à ça. Donc voilà pourquoi on est parti là-dessus. 550 licenciés, on rappelle, du côté du Stade Briochin. L'idée, c'est sensibiliser aussi également les jeunes populations que vous accueillez. Oui, c'est ça. En effet, 550, c'est pas mal. Au-delà des 550 licenciés, il y a leurs familles, il y a les supporters, il y a les habitants de Saint-Brieuc, de l'agglomération sur laquelle on peut rayonner. Donc, l'idée, c'était de se dire, on va faire en sorte d'être un peu une locomotive et d'essayer de tirer... de donner des petites infos, des petites idées à ces licenciés, à ces supporters, aux habitants de Saint-Brieuc, en se disant que
si sur la partie environnementale, tout le monde y met un petit peu du sien, on est sûr qu'on avancera. Alors dites-moi tout parce que j'ai cru comprendre aussi également que vous avez lancé un sweat, un hoodie made in Bretagne qui est confectionné en fait à quoi, 10 km de Saint-Brieuc ? Oui, c'est ça. On a la chance d'avoir un service communication marketing, Valentin et Maël, qui sont là ce soir, qui est assez actif là-dessus. Et l'idée, c'était d'un peu innover. Alors, on n'est pas sur du 100% made in Bretagne, mais en effet, le pull, il est brodé à 5 km de chez nous. Et voilà, là encore, on n'est pas irréprochable surtout, mais c'était de commencer à mettre en place des projets, d'essayer d'avancer petit à petit. Et puis un groupe de travail, on termine et on boucle sur la Bretagne, mais vous l'avez dit, c'est essentiel bien sûr dans votre projet. Il y a un groupe de travail qui inclut, je crois, l'US Concarneau, le Stade brestois aussi, ça c'est quelque chose d'important, la connivence, on va dire, entre toutes ces institutions. Oui, c'est ça, à la force d'échanger les uns avec les autres, notamment Manon Pulloc, là, qui est là de l'US Concarneau, on échange pas mal. On s'est rendu compte qu'on a tous plus ou moins les mêmes problématiques, les mêmes questions, et on s'est dit, plutôt que d'avancer chacun de notre côté, pourquoi on n'essaierait pas de se regrouper ? Alors c'est un groupe de travail totalement officieux qui va se lancer très prochainement. Et en effet, on a le Stade brestois avec nous. Et puis on s'est ouvert à d'autres sports, parce qu'il y a le club de rugby à De Rennes, il y a du hand féminin à Brest, du hand masculin à Rennes aussi. Et voilà, c'est des petites actions, mais qui veulent faire avancer les choses. Eh bien, on sera ravis de vous accueillir ici pour nous parler dans 10 ans des avancées, en tout cas de ce très très beau projet. Félicitations au Stade Briochin. Merci Coralie d'être venue. Merci Aline aussi également d'être venue. Remettre ce trophée qui tient particulièrement à cœur forcément à la Fédération française de football. Les amis, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Avec les 3 trophées, je sais que vous attendez le plus. Honneur tout de suite aux gardiens. Ça fait 10 ans que grâce à FFF TV, je traîne avec un personnage qui me rappelle que le rôle de gardien est parfois ingrat. Un rôle que connaît très très bien Franck Raviot, entraîneur des gardiens de l'équipe de France. Et il va nous rejoindre ici. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était juste avant la Coupe du Monde. Et je voulais vous remercier parce qu'on a vécu quand même des superbes émotions pendant cette Coupe du Monde, malgré la fin, mais c'était une belle fin et ça plaît aux Français, des fins comme ça, donc merci beaucoup. Le rôle de gardien, il a beaucoup évolué, on en parle beaucoup de l'évolution, parfois on parle presque d'un joueur de champ quand il est en poste de libéraux à la relance. Comment a évolué la formation justement chez nos jeunes Français ? Est-ce que la France est toujours une très bonne école de gardiens ? Oui, la France bénéficie d'éducateurs, de formateurs, d'entraîneurs de gardiens de remarquables qualités. Preuve en est, les gardiens de but qui évoluent dans le championnat national ont fait tous une brillante saison au sein de leur club. Et c'est une satisfaction de pouvoir s'appuyer sur des gardiens de but de grande qualité. Dites à Didier Deschamps qu'il y a des très bons gardiens en national, qu'il faut regarder un petit peu FFF TV, Foot Plus, Canal Plus Foot. Pardon, je crois qu'il était un spectateur très attentif hier à Concarneau. Exactement, il a l'occasion de venir au stade Guy Pierriou. Franck, on a 3 nommés, on va les découvrir ensemble, et puis après, ce sera la décision. Jérémy Emmès du FC Martigues, Paul Delecroix de la Berrichonne-Châteauroux et Maxime Patier de l'US Concarneau. 3 hommes pour un trophée. Franck, la réponse est dans l'enveloppe, celle qui est entre vos mains. Le meilleur gardien de but de la saison 2022-2023, Jérémy Emmès, Football Club de Martigues. À 34 ans, Jérémy Emmès a retrouvé sa ville natale, artisan de la montée. L'an dernier, il est l'un des fers de lance de la saison exceptionnelle du FC Martigues, toujours en lice pour la montée. Jérémy, félicitations. Il y a un sujet dont il faut qu'on parle absolument, c'est votre retour aux sources. Vous êtes revenu dans votre ville natale, Martigues, et ça marche plutôt bien, parce que la saison dernière déjà ça marchait plutôt très bien. Racontez-nous un petit peu justement ce qui a changé en revenant à Martigues. Tout d'abord, bonsoir à tous. Merci d'avoir voté pour moi. Oui, effectivement, je suis revenu l'année dernière pour me rapprocher de ma famille, parce que Martigues est un très bon club aussi. Je ne vais pas vous cacher que ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà, je suis très heureux, très épanoui. J'en profite pour remercier mon club, les dirigeants, le staff, et surtout mes coéquipiers.
Je suis fier de faire partie de cette équipe. On fait de belles choses et j'espère que ça va continuer. Exactement, il y a une dernière journée qui va être palpitante, ça va être la phrase que je vais répéter tout au long de cette soirée. On imagine la déception après la défaite bien sûr hier du côté de Borgo, mais quand même personne n'attendait Martigues à pareille fête. Et il y a quelque chose qui, avec Vincent, nous a beaucoup marqué, et tous les journalistes FFF TV ou Canal+ Foot, c'est l'état d'esprit de ce groupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette mayonnaise a pris et quelles sont justement les caractéristiques d'un groupe qui a l'air de très très bien vivre et d'un groupe qui est vraiment enthousiasmant? Je pense que c'est en partie grâce au staff. Il y a des bons joueurs, mais il y a surtout des super mecs. On savait que ça allait être dur. Tous les matchs sont compliqués en national. Mais on joue les matchs pour les gagner. Ça se passe plutôt bien. Et forcément, le fait d'avoir un très bon groupe, ça facilite la tâche. Merci pour cet élan de fraîcheur. J'en profite aussi également. Je vois Grégory Poirier juste devant nous. Merci beaucoup pour toutes ces belles émotions. Et on vous souhaite le meilleur pour la semaine prochaine. Merci. On croise les doigts pour vous, bien évidemment. Merci beaucoup, Franck, aussi également d'être monté pour remettre ce trophée. C'est toujours un honneur. Et nous, on va se retourner tout de suite vers Vincent, le spécialiste du poste, pour parler d'une saison où les gardiens d'expérience se sont quand même illustrés. Et justement, Manu, des gardiens d'expérience, il y en avait tellement que j'ai été obligé de les noter. C'est tous les vieux, en fait. Balijon, Butel, Boué, Lambé, Paul qui est à côté de moi et Jérémy Ms qui est certainement le plus jeune des plus vieux. Paul, cette saison, Manu l'a dit, en fait, les gardiens d'expérience ont vraiment brillé. On a vu vraiment de très très grosses performances. Il n'y a pas d'âge en fait pour être dans les buts. Non, on est un peu, comme le bon vin. On s'arrondit, pas le corps, je dirais. On s'arrondit un peu avec le temps. On se renforce et je pense qu'on peut amener aussi notre expérience à l'équipe et ça s'est ressenti sur cette saison. De manière générale, en tout cas, nous, avec l'expérience qu'on a de ces trophées du national, rarement un gardien qui joue le maintien a été nommé. C'est une belle récompense déjà ça. Ah oui, c'est vrai que c'est une belle reconnaissance pour moi. Je remercie tous les gens qui ont voté pour moi. C'est vraiment un réel plaisir d'être là ce soir. En plus, entouré d'un ami comme Max et puis aussi le lauréat Jérémy. Donc voilà, je suis vraiment très très heureux d'être là. C'est une belle récompense. Quand on fait une aussi longue carrière et qui n'est pas terminée, parce que quand on voit tes performances, tu peux encore jouer 10 ans, il y a forcément des gens qui ont compté dans ta carrière. Oui, et après là, je pense que ça serait vraiment trop long d'énumérer toutes les personnes qui ont été importantes pour moi. Mais voilà, pour la petite anecdote, ça va la faire sourire. Mais si on se replonge un petit peu en arrière, il y a 2 ans et demi, quand j'étais un peu, comment dire, dans le dur à Metz, il y a le FC Annecy qui était venu me chercher. Et j'ai hésité très très longtemps et moi, ma première intention, c'était de refuser. Et ma femme m'a poussé à y aller. Et au final, voilà, je suis ce soir assis ici et c'est aussi grâce à elle. Merci beaucoup, Paul. Bonne soirée. Merci à vous deux gardiens, 2 personnes donc pas complètement seules dans leur tête, comme on a l'habitude de dire bien sûr quand on parle des gardiens de but. On salue aussi également Maxime Patier qui est dans la salle et qui a été bien sûr nommé. Félicitations pour cette très 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 belle saison. Allez les amis, parlons management, parlons tableau noir et mettons tout de suite en valeur et à l'honneur les entraîneurs. J'arrête pas de vous le répéter, mais il y a une dernière journée nationale, ça sera la semaine prochaine, et l'homme qui va venir nous rejoindre tout de suite est un homme justement qui a marqué l'histoire d'une dernière journée du championnat national, monsieur Vincent Bordeaux. Vincent. Bonsoir tout le monde. Vincent, on n'a pas oublié ce qui s'est passé un certain 11 mai 2018. L'entente Sannois-Saint-Gratien, plus petit budget du championnat national que tout le monde annonçait condamné et qui vient battre Grenoble à la dernière minute au stade des Alpes et qui prive d'ailleurs Grenoble de la montée. Racontez-nous un petit peu cette histoire extraordinaire parce que je pense qu'elle n'a pas été assez médiatisée. C'était quand même un exploit assez incroyable. Ouais, c'était assez exceptionnel. On n'avait pas, je crois, sur la phase retour à l'extérieur, on n'avait pas gagné un match. Je crois qu'on avait dû faire un match nul. Et la semaine d'avant le dernier match, on était là pour la cérémonie du national et j'avais discuté avec pas mal d'entraîneurs qui avaient vécu un peu ce genre de situation. Nous, on n'était pas alarmistes, mais on se doutait que ça allait être compliqué. On savait qu'on allait partir en minibus. Il fallait conduire le minibus, que ça allait être très dur contre Grenoble qui jouait devant 15 000 personnes. Et je sais pas, la force mentale de certains coachs, en me parlant, m'a
m'a donné peut-être des vertus un peu plus importantes pour ressouder un peu le groupe. Et on a été faire l'exploit là-bas. Et c'est vrai que de gagner 3-2, on les a pas privés de monter, puisque après ils sont montés avec les barrages. Mais bon, c'était un moment assez inoubliable des 8 années que j'ai passé à Sannois avec Marc Mohamed qui est ici présent. Exactement. Vincent, ça a été une saison difficile pour les entraîneurs. Vous y avez été confronté, mais comme beaucoup de très beaux noms de cette division, vous l'avez senti, j'imagine, la pression supplémentaire. Ouais, on la sent obligatoirement. Après, ce qu'on sent, c'est qu'on est vite oublié. Alors, il y a les joueurs qui disent aussi que quand ils sont absents 6 mois, on les oublie vite, c'est sûr. Nous, entraîneurs, c'est pareil. J'ai été licencié du Restart. J'ai souhaité prendre une année tranquille parce que ça faisait 12 ans que j'entraînais et que la pression était assez dure. Et après, j'ai repris Paris 13 au mois d'octobre et j'ai décidé au mois de février de partir parce que ça allait pas avec ce que moi je voyais du métier d'entraîneur et du binôme qu'on pouvait avoir avec un club. Donc oui, c'est compliqué. On a vu le nombre d'entraîneurs qui ont été limogés. Ce que je vois, c'est que les 3 équipes qui sont devant, à Concarneau, ça fait 3 ans. Au Restart, ça va faire 2 ans. Et à Martigues, ça fait 2 ans. Donc on voit quand même que quand il y a une durée de l'entraîneur, il y a la possibilité de s'exprimer. Et après, on sait aussi que les présidents ont de la pression et qu'ils doivent prendre des décisions. Et il est plus facile de changer un entraîneur que des joueurs. Mais on accepte ce métier-là pour ça aussi, cette pression-là, cette remise en question régulière. Mais c'est vrai que quand on voit le nombre, je crois que c'est 63 sur toutes les divisions, ça fait quand même un peu beaucoup. Exactement, 12 en national sur la saison et on a une pensée forcément pour tous les entraîneurs qui n'ont pas pu terminer cet exercice 2022-2023. Vincent, les réjouissances, 3 profils, vous avez parlé des 3 clubs représentés parmi les nommés, on les regarde, on les découvre peut-être ensemble. Avec... non, ça c'est les gardiens, les enfants. On revient, c'est pas grave, on l'a refait, vous n'avez rien vu. Les 3 entraîneurs nommés pour cette saison 2022-2023, Habib Bey du Red Star FC, Stéphane Lemignon de l'US Concarneau et Grégory Poirier du FC Martigues. Vous avez les 3 noms. Il n'y aura malheureusement qu'un vainqueur, même si j'avoue qu'avec Vincent on a milité pour donner un trophée aux 3. Mais ce n'était pas possible. Et donc la réponse dans vos mains. Le meilleur entraîneur pour la saison 2022-2023 est Stéphane Lemignon. 15 ans après son titre de champion national avec Vannes, le druide Stéphane Lemignon pourrait rééditer l'exploit avec Concarneau avec son 4-4-2 iconique. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Félicitations. Il faut quand même préciser un truc qu'on a sans doute rappelé longtemps et à nombreuses reprises à l'antenne cette année. Vous avez quand même perdu votre colonne vertébrale l'été dernier. Après une saison qui s'était terminée de manière un petit peu difficile, vous étiez passé proche de la montée. Quelle est la méthode, quel est le secret de l'US Concarneau pour avoir perdu cette colonne vertébrale et finalement avoir fait une meilleure saison cette saison que l'année dernière ? C'est l'ensemble du club qui travaille bien, du président Jacques Perriou, des personnes qui sont avec lui, des joueurs forcément qu'on a gardés, qu'on a été chercher, qui sont des joueurs de grande qualité. Et puis évidemment le staff, les gens qui travaillent au quotidien, donc Hugues Prévost, Pascal Aiguier, Renan Nélec, Mathieu Lehen, plus tout un ensemble de personnes qui sont ils sont au quotidien avec nous, ils donnent le maximum. Évidemment, on est poussé, on sait qu'on est dans une division qui est difficile. Il y a des clubs professionnels, des clubs qui sont qui sont armés pour vraiment remonter et aller chercher la Ligue 2, qui ont déjà connu des passages des fois en Ligue 1. On n'a pas de secret, on essaye de faire bien les choses. Des fois, on les fait pas bien, on en fait des erreurs aussi. Mais on essaie d'avancer. C'est vrai qu'on est content de la saison. C'est vrai qu'on pense, avec tous les joueurs qui sont dans la salle de l'US Concarneau, ça récompense tout le club. Et je suis content qu'il y a beaucoup de monde de l'US Concarneau dans la salle ce soir. Stéphane, il y a 15 ans, vous étiez champion national avec le VOC, avec le Vannes Olympique Club. Vous avez l'occasion peut-être de le refaire la semaine prochaine avec l'US Concarneau. Qu'est-ce qui a changé entre ces 2 époques dans ce championnat ?
Ça a changé, oui, parce que ça c'est. Tout à l'heure, il y a une personne qui disait que ça avance, ça se professionnalise. Voilà, il y a beaucoup d'équipes qui sont à 100%. Aujourd'hui, quasiment tout le monde fait que du foot, c'est le métier. Il y a quelques temps, à Concarneau, c'était pas encore le cas, mais il y avait d'autres clubs qui sont à peu près dans cette même configuration. Donc ça avance, la qualité des joueurs, parce qu'il y a plus d'entraînement très tôt maintenant. Donc les joueurs avancent aussi, les entraîneurs se forment. Il y a des entraîneurs de grande qualité, ceux qui sont nommés, mais il y en a d'autres aussi. Là, on juge et on nomme des entraîneurs qui sont en réussite avec leur équipe, mais il faut savoir que les entraîneurs qui sont aussi en train de jouer le maintien, qui sont de grande qualité. Voilà, c'est une avancée, comme le football en général, on avance. Et puis je pense que le championnat est plus technique par rapport à il y a 15 ans, ça c'est une certitude, surtout le championnat national. Maintenant on verra la suite. Ouais. Merci beaucoup Stéphane. La suite, c'est bien sûr vendredi prochain avec peut-être quelque chose à fêter. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors, vous allez me dire, il est un petit peu gentil, il dit ça à tous les 4 clubs. Malheureusement, il n'y en a que 2 qui monteront. Mais merci en tout cas pour le spectacle et les émotions que vous nous avez offert avec l'US Concarneau cette saison. Et puis, merci beaucoup Vincent d'être venu. Vous attendez l'année prochaine. De pied ferme. Merci beaucoup à tous les deux. Cette saison, on rappelle aussi également que le championnat national a été mis en lumière par des anciens professionnels devenus entraîneurs. Il y a eu Chris Auman, Maxence Flachez aussi également à Châteauroux. Parmi eux, Habib Beye et Benoît Pedretti qui nous racontent leurs premiers pas dans leur nouvelle vie. J'entraîne pas en arrivant et en revendiquant que j'ai un nom, que je suis ancien joueur, que j'ai ce parcours-là. Ça suscite de l'attente surtout de la part des supporters. Le nom entre guillemets de joueur, ça dure 15 jours. Il suffit de perdre 2-3 matchs et puis les joueurs, la plupart, certains me connaissent pas non plus en tant que joueur. Et faut vite balayer ça. Non, c'est vraiment les compétences d'entraîneur qui comptent et c'est le plus important. Si aujourd'hui j'ai des joueurs de niveau national, c'est qu'il en manque un petit peu pour aller au-dessus. Et peut-être que ce manque, c'est l'exigence et le travail au quotidien. C'est pas parce que j'ai joué en Ligue des Champions, que j'ai joué une Coupe du Monde, que je me dis, parce que j'ai fait ça, il faut que je leur mette une exigence. Non, l'exigence, ça sera toujours en haut de la pyramide pour moi, sur ma logique d'entraîneur. Parce que c'est ce qui guide tous les jours tes entraînements, tous les jours ton cadre de management, tous les jours ton cadre de vie. Et si toi, à un moment donné, tu sors de cette exigence-là, tu ne peux pas en fait être dans le projet que tu t'es fixé. Autant je peux être compréhensif, un peu cool dans la vie du vestiaire, dans la vie de tous les jours. Par contre, quand on rentre sur le terrain, non, c'est l'exigence, il est primordial au plus haut niveau, mais même à ce niveau national, parce qu'on le paye tout de suite derrière. J'ai eu la chance de jouer avec des champions, de jouer le maintien en Ligue 2 à la dernière journée. J'ai une carrière un peu entre beaucoup de Ligue 1, un peu de Ligue 2, un petit peu de difficulté aussi, et ça me permet de les aider au mieux aujourd'hui. Quand je nous vois un petit peu en difficulté, j'ai été à leur place à un moment donné, et je pense savoir de quoi ils ont besoin. Je leur dis juste que je sais ce qu'ils vivent. Je leur dis pas, tu sais, moi j'ai... C'est pas cette idée-là. Quand ils vivent des moments d'euphorie, je leur dis attention parce que c'est précaire. Et quand ils vivent des déceptions, je leur dis demain matin, on aura l'opportunité de reprendre un ballon, de retourner sur l'endroit qu'on aime le plus au monde et de changer la suite de notre destin. Ce que j'ai le plus découvert dans ce métier, c'est pas le terrain. Pour moi, c'est pas ça le cœur c'est le cœur de notre passion, le terrain. Mais il y a bien d'autres choses autour de ça qui font que l'entraîneur a à gérer ses propres émotions, prendre soin de lui, prendre soin des autres. C'est l'aspect humain au quotidien, voilà, c'est une aventure humaine qu'on vit et l'état d'esprit qu'il y a tous ensemble, il est vraiment top et c'est là-dessus que j'ai beaucoup appris. Si je dois marquer en quelque sorte le mot qui pour moi a été une découverte, c'est cette gestion des émotions. Merci à Habib Beye et Benoît Pedretti de nous avoir accordé du temps dans une fin de saison haletante où il y aura beaucoup d'enjeux. On rappelle que l'AS Nancy-Lorraine devra se sauver la semaine prochaine et que Habib Beye et le Red Star peuvent encore espérer monter. Ça sera vif d'ailleurs sur FFF TV et bien sûr Canal Plus Foot, les amis. Vincent, on va revenir vers vous parce que je crois que vous avez à côté de vous peut-être le coup de cœur des entraîneurs saison 2022-2023. Oui, on avait Vincent Bordeaux tout à l'heure qui était sur la scène. Là, Karim Mokedem à côté de moi qui a vécu aussi pas mal de choses que ce qu'ont vécu les coachs. Karim, saison sacrément difficile pour les coachs. Saison sacrément difficile parce que c'est vrai qu'avec ces 6 descentes, on s'attendait à ce que ça bouge. Je fais partie des entraîneurs qui ont commencé la saison à la maison. Et je tiens à féliciter les trois nommés ce soir puisque déjà, premier constat, c'est que c'est 3 entraîneurs qui ont fait la saison complète. Donc bravo à eux pour leur travail, parce qu'ils jouent encore la montée. Et bravo aussi à leurs présidents qui les ont soutenus aussi sur cette saison. Tu fais partie quand même des coachs, même si tu arrives en cours de saison, qui a quand même réalisé un coup extraordinaire avec cette remontée au classement.
un coup extraordinaire, mais il y a un petit goût d'inachevé quand même. Et on va essayer de finir de la meilleure façon possible vendredi soir. Et je tiens à remercier surtout mon président là, ce soir, Guillaume Alanou, qui est un homme fantastique, voilà, avec vraiment des vraies valeurs, qui se perdent un peu dans le monde du football. Mais lui, il a des vraies valeurs et je le remercie encore ce soir. Parce que derrière, il m'a fait confiance. Le groupe aussi, on a eu beaucoup d'histoires avec le groupe pour créer cette aventure humaine. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est mon frère qui me fait remarquer ça, qui me disait, voilà, depuis que tu es arrivé, vous êtes 8e, on est 5e sur les 20 derniers matchs, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est 15e et qu'on ne peut plus attraper la 12e place. Donc, on va essayer d'attraper cette 13e ou 14e place. C'est ce qu'on te souhaite, Karim. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup Karim, merci beaucoup Vincent pour cette nouvelle réaction. Voilà pour les entraîneurs, on félicite bien sûr Grégory Poirier, on félicite Habib Beye aussi également qui a été nommé dans cette catégorie et qui quoi qu'il arrive vont marquer les esprits. Puis la grande récompense c'est la semaine prochaine. Donc c'est pas trop grave s'il n'y a pas le trophée de meilleur entraîneur. Tout de suite les amis, on va élire le meilleur joueur de cette saison 2022-2023. Allez, c'est le grand moment que vous attendez tous. Qui est le meilleur joueur de l'année élu par les entraîneurs et joueurs des 18 clubs engagés en national? Et pour remettre ce trophée, on va tout de suite rappeler le président de la Fédération française de football, monsieur Philippe Diallo. Il est beau ce trophée, président, et je sais qu'il est désiré par beaucoup de joueurs qui sont venus jusqu'ici. On fait pas durer le suspense. On va regarder ce qui se passe. On va déjà donner les 3 nommés. Regardez qui sont les 3 nommés pour le trophée de meilleur joueur cette saison. Amine Boutra de l'US Concarneau. Fed El Koumissi, toujours de l'US Concarneau. Et puis Ryan Grieb de l'USL Dunkerque. Déjà primé, on le rappelle, par le trophée de la révélation un petit peu plus tôt dans cette soirée. Président, je vous laisse nous annoncer qui est le joueur de l'année. On va mettre fin au suspense. Donc le meilleur joueur de la saison est Amine Boutra. Révélé l'an dernier, Amine Boutra, le petit prince du national, s'est imposé comme le joueur frisson de cette saison. Une résurrection pour celui qui a débuté chez les seniors à Bastia à l'âge de 16 ans. Félicitations Amine, je vais reprendre et je vais paraphraser notre confrère Damien Martin qui vous appelle le petit prince du national et je trouve ce titre vous va très très bien. Amine, l'année dernière, c'était l'année de la révélation. Cette année, vous étiez quelque part attendu au tournant. Vous étiez très exposé aussi, on l'a vu en cours de saison et vous avez répondu présent. Qui a compté justement dans le fait de répondre présent alors qu'il y avait de l'attente? J'ai cru comprendre que Fed El Koumissi n'y est pas pour rien. J'ai cru comprendre aussi également que vos proches ont été très importants. Bonsoir à tous. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi. Il y a un an, comme vous l'avez dit, j'étais en révélation. Je n'ai pas remporté le trophée, mais je savais que j'allais revenir plus fort en bossant. Et aujourd'hui, mon travail me donne raison. Amine, je veux qu'on vienne sur un passage, un épisode. Quand vous quittez la Corse, vous arrivez du côté de l'US Concarneau. On va pas se mentir, vous étiez mis à l'essai. Et ça se passait pas terrible sur les premiers jours. Il y avait ces nuits au camping. Votre papa qui voulait vous voir revenir du côté de la Corse. Finalement, c'était le bon choix, l'US Concarneau, quand on repense à cette période très difficile pour vous. 3 semaines, je crois, ça a duré. Ouais, c'est ça. J'ai eu un essai assez long, mais j'ai rien lâché. J'ai continué. Et au final, j'ai eu la confiance du coach, de tous les joueurs, du staff, du public. Ils savent que je suis un joueur qui marche à l'affect. J'ai eu tout ce que je pouvais avoir pour donner le meilleur de moi-même. Et aujourd'hui, ça nous donne raison à tous. Amine, le numéro 10 aussi, vous l'avez récupéré cette saison, ça a aidé un petit peu? Ouais, c'était pas facile. Il voulait pas me le donner au début. Il disait que c'était pour me protéger, mais je les comprends. Et aujourd'hui, je réponds et j'ai raison. Une pensée pour votre petite sœur, je sais qu'elle suit beaucoup votre carrière, si je dis pas bêtise, on le voit sur les réseaux sociaux. Ouais, ma petite sœur, toute ma famille. Amine, on va se retourner vers Vincent parce que je crois qu'il est quelqu'un qui vous connaît très très bien. Ouais, justement, ce qui est marrant, c'est que quand on voit Amine comme ça parler, en fait, on a vraiment l'impression qu'il est timide, qu'il est posé, mais Gaoussou, il est vraiment timide. Quand tu le connais pas vraiment bien, au début, il est timide quand même et un peu réservé, mais une fois qu'il est à l'aise avec toi, franchement, c'est une pile électrique comme sur le terrain, il s'arrête pas.
7h jusqu'à 23h avant de dormir. Il aime rigoler, il aime chambrer et vraiment il s'arrête jamais. C'est quoi la dernière chose qu'il aurait pu faire dans le vestiaire ou à l'hôtel et qui vous a fait mourir de rire? C'était pas plus tard qu'hier soir quand le coach Didier Deschamps est venu dans notre vestiaire pour nous féliciter. On a tous pris des photos avec lui et quand c'était au tour d'Amine, à la fin au moment de lui dire au revoir, il lui dit excusez-moi, il lui dit coach on se revoit très bientôt. Mais là, du coup, on sent quand même qu'il y a une grosse proximité entre vous deux. Et peut-être que la saison prochaine, vous jouerez plus ensemble. C'est dur, ça. Avec tout ce qui se passe autour de lui, il y a de grandes chances qu'on ne soit plus ensemble l'année prochaine. Mais ouais, Amine et moi, on est des frères, on est tout le temps ensemble, on passe notre temps ensemble, que ce soit à l'entraînement ou en dehors. Et je suis très content aujourd'hui d'être à ses côtés avec cette saison et mon équipe. Alors quand tu parles de tout ce qui se passe autour d'Amine en ce moment, je pense que Steph Le Mignan ou le président, ils aimeraient bien qu'il reste à Concarneau. Mais toi, tu sais où il est susceptible de partir? J'aimerais bien vous le dire, mais non, il lâche pas un mot, Merci, Gaoussou. Merci Vincent, merci beaucoup à Gaoussou Traoré, l'un des très très bons ambianceurs aussi également de vestiaire de National, un garçon qui a fait une saison absolument extraordinaire. Amine, vous partez où du coup? Parce qu'on est entre nous, personne ne nous écoute. Je ne sais vraiment pas. Il reste un match. On va essayer de tout faire pour avoir ce trophée. Et après on verra. Il est fou ce groupe à Concarneau, Amine. Ouais, il est fou, mais il est bon. Félicitations, merci beaucoup Amine. Merci beaucoup. Longue route. Merci. On espère vous retrouver en équipe de France du coup après cette promesse et un avenir radieux bien sûr à Concarneau ailleurs. Merci beaucoup président Diallo également de nous avoir fait l'honneur de remettre ce trophée, le trophée le plus convoité forcément des trophées du National. On a parlé individualité, le foot reste un sport d'équipe et justement on va honorer tout de suite le 11 type de cette saison 2022-2023. La grande question, c'est à quoi ressemblerait l'équipe parfaite en National suite à cette saison? Je propose de le découvrir avec ce joli magnéto et la voix de François Poulet, je ne l'avais pas cité. Il a décidé de revenir sur sa terre natale, bien lui en a pris. Monté en National, Jérémy Hermès est encore cette saison le gardien du temple martégal. Pas un match raté, des arrêts décisifs et un exemple pour ses coéquipiers. Il est tout simplement le meilleur gardien de la saison et le dernier rempart de l'équipe type du National. Il n'a pas manqué une seule minute dans cette saison 2022-2023. Pilier de l'arrière-garde odonienne, Loïc Kwakba a permis au Red Star d'être l'une des meilleures défenses du championnat. Dans une défense à 4 ou à 5, il est le relais de son entraîneur. Souvent dans l'anticipation, au cœur de la charnière de l'Étoile Rouge, le franco-ivoirien n'a rien laissé passer. Recruté pour renforcer la défense centrale dunkerquoise, Yannick Mbonnet a encore montré qu'il est un défenseur sur qui on peut compter. Son duo avec Thiam a fait de Dunkerque une équipe très solide défensivement, souvent dur sur l'homme et rarement prise à défaut. Le Lion camerounais a dompté les attaquants adverses. Son pied gauche a fait des merveilles. Lui aussi a décidé de revenir chez les Martégots pour vivre des moments incroyables. Sans aucun doute, le meilleur à son poste cette saison, Yanis Zouaoui, nous a aussi montré tout son talent sur coup de pied arrêté. Que ce soit sur coup franc ou sur corner, sa patte gauche a fait des ravages et a fait lever les foules. C'est ce qu'on appelle un pari gagnant. Prêté par la JOCR cette saison en Bretagne, Alec Georgen s'est imposé chez les Tonniers. Après un premier passage mitigé en national du côté d'Avranches, c'est finalement à Concarneau qu'il a retrouvé toutes ses sensations. Rarement débordé, il a aussi grandement participé au jeu offensif de son équipe et délivré quelques passes décisives. Prêté en Bretagne pour relancer sa carrière, il vient sûrement de la faire décoller. Que ce soit à la récupération ou à la relance, Gaoussou Traoré s'est rendu indispensable dans le milieu de terrain de Concarneau. Capable de tacler et de casser des lignes, il est sans aucun doute un élément essentiel de la très bonne saison des Finistériens. C'est la valeur sûre de l'USL Dunkerque. Julien Anziani a quitté le confort de son île de beauté pour devenir un milieu de terrain incontournable sur la Côte d'Opale.
Passant la barre des 100 matchs dans le championnat cette saison, le Pirlo du National a mis son expérience, sa jeunesse et son sens du sacrifice au service du club nordiste. L'année de la confirmation est toujours la plus difficile. Révélé la saison dernière à Concarneau, Amine Boutra a fait mieux que confirmer. Il a sorti le grand jeu cette année pour endosser le costume de meilleur joueur du championnat. Son explosivité, ses dribbles, son sens du but font de lui l'un des joueurs les plus décisifs cette saison en national. L'attaquant des Tonniers est désormais incontournable et sans limite. Il a redécouvert le national cette saison, mais c'est surtout le national qui l'a découvert. Pour sa première saison complète au 3e niveau français, Ryan Grieb a crevé l'écran. Révélation de la saison et parmi les 3 meilleurs joueurs du championnat. Le meilleur buteur dunkerquois a souvent fait chavirer les spectateurs du stade Tribu. En effet, cette saison, contre vents et marées, Ryan Grieb a guidé l'USLD. Il n'y a plus de doute, c'est bien en Bretagne qu'il se sent le mieux. Meilleur joueur de la saison dernière, Fedel Koumisti a laissé ce costume à son coéquipier pour garder uniquement celui de meilleur buteur du championnat. D'abord au Mans, en début de saison, c'est bien avec Concarneau que le goléador du National a retrouvé tout son panache. Présent dans l'équipe type pour la 2e fois consécutive, Fedel Koumisti réalise une nouvelle prouesse. Après son tour du monde footballistique, il a découvert le national la saison dernière. Quelques mois d'adaptation plus tard, Armand Niandouillet est désormais l'attaquant remarquable du Mans FC. Même dans une saison en demi-teinte pour le club de la Sarthe, l'Ivoirien a su tirer son épingle du jeu. Joueur accompli, nul doute que son papa aurait été fier de le voir dans cette équipe type de la saison. Voilà donc l'équipe type version 2022-2023, un 11 complet au sommet du championnat et des joueurs talentueux qui ont fait briller le national cette saison. Elle est belle cette équipe type, elle est absolument fantastique. Vincent, là on a donné un petit tips de recrutement pour certains directeurs sportifs de Ligue 1 ou Ligue 2, là honnêtement ça a de la gueule. Ouais, c'est très très belle équipe, il y a 11 joueurs, moi j'aime beaucoup de monde dans le championnat et on aurait pu faire à peu près 14 équipes de niveau égal. Exactement, félicitations en tout cas messieurs d'apparaître dans cette équipe type 2022-2023. Merci de nous avoir régalé tout au long de cette saison. Merci aussi également à toutes les équipes de Canal+, et aussi également des antennes de FFF TV et bien d'avoir contribué à faire connaître ce championnat de national. Ça faisait 10 ans Vincent, 10 ans que le national était diffusé sur FFF TV. Un souvenir ? Il y en a tellement, non, c'est 10 ans en fait où ça a été des rencontres exceptionnelles. 10 ans en fait, je suis même étonné que tu me dises 10 ans parce que j'ai l'impression toujours que c'est la première année. Ouais, mais je peux vous dire, ça se voit sur nos têtes que ça fait 10 ans quand même en tout cas. Merci à vous tous d'avoir été ici réunis du côté de Clairefontaine. La fête n'est pas finie, la semaine prochaine on a une 34e journée qui s'annonce absolument incroyable, multiplex sur les antennes de Canal bien sûr, et puis les autres matchs en direct en intégralité sur FFF TV. Prenez soin de vous et régalez-vous surtout, bonne soirée.